Bien, merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci à tout le monde d'écouter une demi-journée d'antibiorésistance parce que franchement c'est super bien de voir des gens motivés pour ce gros sujet et surtout dans une approche interdisciplinaire. Donc après, moi je vais prendre un peu la suite donc, de deux choses qui ont été dites à la fois par Henri et par Benoît. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Henri a parlé de biosécurité, c'est-à-dire que c'est une façon de ne pas avoir besoin d'utiliser des antibiotiques, c'est d'éviter que les maladies se déclarent et donc de prévenir les maladies, de prévenir les infections. Et Benoît a parlé de réduction d'exposition, de pression de sélection, et que lorsqu'on avait de la résistance, c'est parce qu'il y avait de la pression de sélection. Donc une autre façon d'empêcher de la résistance, c'est d'avoir une moindre pression de sélection. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il faut ces deux volets-là, ces deux jambes-là pour agir. Il faut prévenir les infections. Donc, en médecine vétérinaire, dans les plans de santé publique, vétérinaires qui ont été mis en place, il y a un gros volet sur comment faire en sorte que les infections ne se déclarent pas. Parce que lorsque les infections ne se déclarent pas, on a moins besoin d'antibiotiques. Et le deuxième gros volet, j'en parlerai aussi, c'est comment on fait pour utiliser moins d'antibiotiques. Benoît a dit utiliser raisonné. Ça ne veut pas dire qu'il faut en utiliser plus du tout. Et d'ailleurs, dans ce débat One Health entre médecins et vétérinaires, j'ai déjà entendu des médecins dire à l'époque, hein, c'est plus le cas maintenant parce que les relations entre les professions se sont bien plus apaisées sur ce sujet. C'était un peu tendu, mais les professions maintenant se connaissent davantage. Des médecins dire il faut arrêter d'utiliser des antibiotiques pour les animaux, ça sera toujours ça de gagner, on pourra les garder pour les médecins. C'est pas du tout la position, la mienne en tout cas, et de bon nombre d'autres qui la partagent. Mais par contre, on ne doit pas utiliser les antibiotiques n'importe comment. Et on a des infections bactériennes chez les animaux comme chez les êtres humains. Et il y a des moments, il faut utiliser des antibiotiques pour s'en débarrasser. Il faut bien considérer que les antibiotiques sont des molécules précieuses pour tout le monde. Et moi, je plaide beaucoup pour que dans l'avenir, ce One Health qu'on a entre les disciplines puisse un jour évoluer vers un One Health un peu politique, c'est-à-dire avoir une stratégie politique One Health, c'est-à-dire se dire, dans 20 ou 30 ans, qu'est-ce qu'on veut pour les antibiotiques dans notre société ? Où est-ce qu'on veut les utiliser et où est-ce qu'on ne veut pas les utiliser ? Et se mettre tous ensemble autour d'une table, plutôt que d'avoir des politiques un peu restrictives où on dit bah, tiens, il y a un problème là, on va le supprimer là, on va le rajouter là, etc. On va classer les antibiotiques par super importance. Parce que je vous parlerai aussi des antibiotiques critiques, et je pense que tous mes collègues vont en parler aussi derrière. Aujourd'hui, on parle d'antibiotiques critiques, d'importance critique, mais c'est une importance qui est critique pour l'homme. C'est-à-dire quand on dit que les fluoroquinolones sont des molécules d'importance critique, ça veut dire que les médecins en ont super besoin. Et quand on dit que les céphalosporines de dernière génération sont des molécules d'importance critique, ça veut dire que les médecins en ont super besoin. Mais parce que c'est critique pour leurs patients. Mais quand on parle à un écologue et qu'un écologue vous dit moi, ce qui est critique pour moi, c'est ce qui atteint mon patient. Et mon patient, c'est l'écosystème naturel, c'est pas du tout l'homme ou l'animal. Et donc, par exemple, pour moi, les sulfamides ou les tétracyclines sont des molécules qui atteignent mon patient parce que ça persiste dans l'environnement et ça affecte mon patient à moi, qui est l'écosystème. Donc vous voyez, cette notion d'antibiotique critique, on voit bien qu'elle n'a pas été définie du tout d'un point de vue One Health. Hein. Elle est sensu stricto définie par rapport aux besoins médicaux, et ensuite tout se décline. D'ailleurs, qu'ont fait les vétérinaires quand on leur a dit de faire attention aux antibiotiques critiques? Ils ont choisi les mêmes. Ils ont demandé aux médecins, et les médecins leur ont dit bah, vous choisissez ces deux-là. Et ben, les vétérinaires ont fait beaucoup d'efforts sur ces deux-là. C'est très bien d'ailleurs. Hein. Mais maintenant qu'on est dans une problématique One Health, et ben, peut-être qu'il faudra réfléchir aussi à comment intégrer dans la notion de criticité d'un antibiotique ben, l'ensemble des valences des différents secteurs qui sont concernés par cet antibiotique. Alors, bon, sur les antibiotiques en général, d'un point de vue plus global hein, stratégique, politique, c'est vrai qu'on a notre petite fenêtre en France avec nos plans, etc. Mais à l'échelle mondiale, on a des grands phénomènes dont on a déjà parlé, hein, les conflits, les dérèglements climatiques, la contrefaçon, tout ça, c'est des grands vecteurs déstabilisants, notamment dans l'usage des antibiotiques. Hein. 30% parmi les médicaments contrefaits, 30% sont des antibiotiques. Et puis l'OIE, dont a parlé Henri tout à l'heure, avait fait une enquête à l'époque, qui est une enquête déclarative. Elle avait demandé à tous les pays qui étaient adhérents à cette OMSA, l'Organisation mondiale de la santé animale, quels étaient les pays qui avaient arrêté d'utiliser les antibiotiques comme facteur de croissance. Vous savez qu'on peut les utiliser comme facteur de croissance, c'est-à-dire en gros, ça ne fait rien sur la croissance, mais c'est une forme de béquille
a un déficit de conditions zootechniques, hein, d'élevage. En gros, quand on met des antibiotiques dans quelque chose qui est mal contrôlé d'un point de vue de son microbisme, ben, on améliore un peu les choses parce qu'on assainit un petit peu. Donc finalement, les animaux ont moins besoin de se défendre contre un microbisme ambiant et donc ils grossissent mieux. Mais je veux dire, il n'y a pas d'effet physiologique. Bon. Et donc, vous voyez, il y a 30% les oranges, là, 30% des pays qui ont dit qu'ils n'avaient pas arrêté d'utiliser les antibiotiques comme facteur de croissance. Il y en a 20% qui ont dit qu'ils avaient partiellement arrêté, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas arrêté. Et il y en a la moitié qui ont dit qu'ils avaient arrêté, et comme c'est une enquête déclarative et qu'il y en a beaucoup qui ont répondu qu'ils avaient arrêté pour faire bien parce que ça valait mieux, ce qu'il faut retenir d'un point de vue macro, c'est qu'il y a quand même plus de la moitié, voire les 3/4 des pays, entre la moitié et les 3/4, qui utilisent encore les antibiotiques sans conditions thérapeutiques. C'est-à-dire ce qu'on appelle facteur de croissance en prévention. Hein. Mais c'est même indépendant du niveau de vie du pays, hein, parce que les Américains le font, et d'autres pays qui sont classés dans des pays à faible ou moyen revenu le font aussi. Bon, en Europe, on est plutôt bon élève, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tout le monde sache, et si vous pouvez porter la bonne parole, parce qu'il y a encore des gens qui me disent, quand ils sont interrogés, ou dans les journalistes, ou dans différents plateaux, qu'on utilise encore les antibiotiques. Ah oui, mais les antibiotiques, facteur de croissance. Non, 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 non. En Europe, c'est interdit depuis 2006. Les pays du Nord le faisaient bien avant, d'ailleurs. Donc, on a une forte réglementation. Je pense que l'Europe fait partie est le continent le plus avancé de très loin dans cette question-là. Alors, en France, on a eu un certain nombre de politiques publiques et qui maintenant sont inscrites dans une démarche Une seule santé. Alors je vous ai mis ici sur cette diapo une espèce de chronogramme de ce qui s'est passé. Alors mes collègues médecins reprendront évidemment ça probablement. Juste pour vous donner ce slogan là que tout le monde connaît, les antibiotiques c'est pas automatique, hein, avec la politique, première politique lancée lorsque Bernard Kouchner était ministre de la Santé. Et ensuite, vous voyez que les vétérinaires se sont intéressés à la question qu'à partir du deuxième plan médical, c'est-à-dire que Éco-Antibio, qui est la politique publique vétérinaire, a démarré en 2012 et on en est maintenant au 3, Éco-Antibio 3. Vous voyez, donc il y a une continuité dans l'idée du ministère de l'Agriculture de vraiment approfondir les choses, maintenir ça dans la durée. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on a une politique publique autour de la réduction des antibiotiques et de l'augmentation des stratégies de prévention des infections en médecine vétérinaire. Donc, Éco-Antibio 1, en gros, comme c'était le premier plan, Éco-Antibio 1 a fait le gros du travail, tout ce qu'il fallait faire quand on commence un plan. Il y a eu énormément d'actions fortes qui ont été prises, notamment le slogan qui, pour les antibiotiques, pour nous non plus, c'est pas automatique. Ça, c'était franchement une idée absolument géniale du ministère de l'Agriculture parce que c'est probablement le seul slogan qui ait marché depuis l'histoire des antibiotiques. Et donc, les vétérinaires qui sont des gens intelligents ont repris le slogan des médecins qui sont des gens intelligents. Et voilà, ça, c'est vraiment... Parce que le slogan, ça a l'air de rien, mais il y a eu plein de slogans derrière, tous super plus intelligents que les autres, mais personne ne s'en souvient. Celui-là, tout le monde s'en souvient, même quand ils n'étaient pas nés, le jour où il est sorti. Donc voilà. Ensuite, il y a eu Éco-Antibio 2. Donc, voilà, celui-là déjà. Hein. Si vous ne le lisez pas, mais vous l'inventez, c'est pas sûr que vous le sortiez. Hein. Mais quand on le lit, il est logique. Hein. Les antibiotiques comme il faut, quand il faut. Utilisés à tort, ils deviendront moins forts. Ça aussi, c'est des trucs, voilà, des trucs comme ça. Et là, maintenant, on est sur le 3. Avec, donc sur 5 ans, chaque fois, 2023-2028, et je vais vous en dire un petit peu plus sur les spécificités de ce plan-là, qui prolonge en fait l'effort. Hein. Alors, on a tout à l'heure, Henri a parlé d'encadrement réglementaire. Ça, c'est un point important quand même de l'action qui a été faite en médecine vétérinaire, c'est-à-dire qu'il y a la loi qui est venue s'interposer là-dedans. C'est-à-dire qu'un vétérinaire ne peut pas prescrire un antibiotique d'importance critique pour l'homme n'importe comment. Il est tenu par la loi de faire un antibiogramme avant, de vérifier qu'il peut faire que ça et pas autre chose, que c'est ça qui est efficace, etc. Et s'il ne le fait pas, il est hors la loi. C'est-à-dire qu'il est contrôlé, et c'est-à-dire qu'il est amendé et qu'il est hors la loi. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Et d'ailleurs, je commence à entendre des médecins qui se posent la même question. Je ne sais pas, on pourra en débattre là. Mais c'est vrai que j'ai entendu au ministère de la Santé il n'y a pas très longtemps, des médecins dire, mais tant qu'on ne va pas interdire des choses, tant qu'on ne va pas faire en sorte que prescrire une fluoroquinolone orale en ville sur une infection non compliquée de la femme jeune adulte sans complications, etc.,
ça soit plus compliqué, que ça soit interdit ou que ça soit, je sais pas quoi, contrôlé, on n'y arrivera pas. Voilà, donc peut-être qu'on pourra en débattre, mais en tout cas, sachez qu'en médecine vétérinaire, il y a la loi et il y a des antibiotiques. Ben voilà, c'est ce dont on vient de parler, hein, les céphalosporines de dernière génération et les fluoroquinolones, qui sont les antibiotiques d'importance critique sur lesquels il a été demandé aux vétérinaires de porter un effort extrêmement important. Et le ministère a là-dessus mis un effort de réglementation. Et puis, là c'est tout petit, le but c'est pas de le lire, mais c'est de savoir qu'il y a toute cette liste d'antibiotiques qui est utilisée en médecine humaine, qui est super, super importante, notamment à l'hôpital, hein, les glycopeptides, l'inisolides, les carbapénèmes bien sûr, qui sont totalement interdites d'usage en médecine vétérinaire. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, le bon usage des antibiotiques, ça suffit pas. Et le deuxième volet, au-delà de la réduction de l'exposition des animaux, c'est de faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'infection le moins possible. Et donc, il y a tout un tas de volets, mais c'est super important tout ça, hein. La biosécurité, l'aliment. Pourquoi l'aliment? Par exemple, on a beaucoup d'usages d'antibiotiques en médecine vétérinaire sur les transitions alimentaires des jeunes animaux. Parce que les jeunes animaux font vite des diarrhées, des problèmes intestinaux, etc., qui justifient l'usage d'antibiotiques, mais aussi pour des raisons de digestibilité des aliments qui n'est pas forcément super progressive. Si vous augmentez si vous diminuez le pas de temps, la digestibilité des animaux, des aliments pour les jeunes animaux, vous pouvez éviter d'avoir trop de diarrhée et donc éviter d'avoir des usages d'antibiotiques. Il y a eu aussi des réflexions qui ont été faites sur les pompes doseuses. Je ne sais pas si les vétérinaires en volaille là, qui pourraient donner un exemple précis là-dessus, mais les volailles, par exemple, c'est par 10 000, 20 000 dans le même bâtiment. Et puis l'antibiotique, il est en haut, là-haut, et puis il descend dans les canaux, et puis il faut qu'il soit à la bonne concentration en bas. Si le dispositif là-haut qui dose est un truc à 3,50 € qui n'est pas du tout précis, en bas, ça risque pas d'avoir la bonne dose. Donc, vous voyez, pour améliorer l'antibiorésistance et dispenser la bonne quantité d'antibiotiques, ça, c'est un boulot d'ingénieur qu'il faut. C'est pas un boulot de médecin, de vétérinaire. Il faut tout le monde pour faire du One Health. Ça, c'est vraiment important. Et je pense que tous ces aspects-là, c'est pas juste réduire les antibiotiques, c'est changer la façon de faire de l'élevage, de produire des animaux et de vivre ensemble entre tous les êtres vivants. Alors, un exemple qui parlera aux vétérinaires, notamment ceux en rural, mais c'est un exemple qui peut parler aussi à tout le monde, bien sûr. Juste pour vous expliquer que les boiteries de la vache laitière, la boiterie, ça fait partie des maladies, enfin des pathologies importantes en élevage laitier. 90% des boiteries ne justifient pas d'antibiothérapie en première intention. Pourtant, pendant longtemps, on a eu beaucoup d'antibiotiques qui ont été utilisés sur les vaches qui boitent. Mais les antibiotiques sur les boiteries sont importants dans un certain nombre de cas, qui sont ces fameux 10%, où on a le panari, les arthrites septiques, etc. Et tout le reste, ça se résout par de la prévention ou autre chose, c'est-à-dire ça. Voilà, les réponses sanitaires, les problèmes sanitaires du pied, ça se répond par ça, et pas par de l'antibiotique. Un parage préventif régulier. Je suis intervenu pas très loin d'ici, dans une journée du pied de la vache. Il ne parlait que du pied de la vache. Moi, je suis arrivé là, il n'y avait que des pareurs, que des vétos et des éleveurs. Et ils m'ont demandé de parler d'antibiotiques. Bon, j'ai dit, ouais, voilà, ok, je vais vous parler des 10%, le panari, etc. Bon. Mais ça, c'est super important, ces 90%. Pour éviter que la vache boite, faut la parer, il faut avoir un bâtiment qui soit bien fichu, un sol qui soit de bonne qualité, il faut limiter les temps passés debout, des pédiluves, etc. Enfin, les vétérinaires, moi je ne suis pas vétérinaire de terrain, enfin je suis vétérinaire mais pas de terrain, ils pourront confirmer ça. C'est ça qui fait qu'on a moins de boiteries. Vous voyez, donc tout ça, il faut le dire aux éleveurs, il faut le dire aux vétérinaires, ils le savent, et ne pas avoir juste une focalisation sur l'usage des antibiotiques. Bon, alors les vétérinaires étaient un peu à la traîne quand même sur les politiques publiques, il faut bien le dire, et quand les médecins leur ont dit de le faire, c'était logique qu'ils le fassent. Et ils ont eu de très bons résultats. Voilà les données de vente en tonnage d'antibiotiques. Depuis 1999, vous pouvez voir qu'en fait le plan, il a démarré là. Donc c'est pas le plan qui a déclenché ça. Le plan, il a mis un coup de plus. Mais la baisse avait démarré déjà en 99.
Donc c'est important. Souvent, on se dit, bah, tiens, à partir de 2012, on a commencé à baisser. Non, ça avait déjà commencé avant. Et du coup, la baisse d'exposition des animaux a été extrêmement importante, hein, moins 50% globalement sur l'ensemble des antibiotiques pour les animaux dans leur ensemble. Hein. Mais ça a été lié à la fois à éco-antibio, mais aussi parce que il y a des réglementations européennes qui ont été mises en place pendant toutes ces années et qui s'imposent à la France, notamment sur les prémélanges médicamenteux qu'on donne par voie orale à un certain nombre d'animaux. Voilà. Alors, on affine aussi de plus en plus les systèmes de collecte d'informations. Vous avez peut-être entendu parler, en tout cas ceux qui sont dans le métier, oui, bien sûr, de ce système Calypso, c'est-à-dire que je vous ai parlé de vente, de vente comme données sources pour connaître l'exposition des animaux aux antibiotiques. Maintenant, donc les ventes, ça veut dire qu'est-ce qu'on collecte? On collecte les antibiotiques qui ont été vendus, mais on n'a pas une précision terrible quand même sur à qui ils ont été administrés. Par exemple, il y a des flacons d'antibiotiques qui sont pour plusieurs types d'espèces. Donc on estime à peu près à combien ça a été pour des vaches, à combien ça a été pour des... Voilà. Tandis que là, on va avoir un système qui est directement au niveau du vétérinaire et qui va collecter la prescription par vétérinaire. Donc on est au niveau de l'exposition des animaux, beaucoup plus proche, beaucoup plus fin. Et c'est un système qui est en train de se mettre en place. Alors en termes de résultats, 276 tonnes d'antibiotiques vendues en santé animale en 2023. Donc ça fait 4-5 ans que c'est moins qu'en médecine humaine en France. Hein. Et avec de extrêmement grosses diminutions, à la fois globale et à la fois sur ces deux fameux antibiotiques, ces deux fameuses familles, que les médecins ont dit aux vétérinaires de s'occuper de tout particulièrement. Voilà. Donc ça veut dire que ces antibiotiques-là d'importance critique pour l'homme, on les utilise quasiment plus en médecine vétérinaire. Hein. Des baisses de moins 90%, c'est quand même colossal. Et lorsqu'on regarde la position de la France chez les animaux, ben on est sous la moyenne européenne. Vous voyez, on peut encore toujours progresser. Hein. Après, on arrive dans des pays, hein, bon, l'Islande, la Suède, la Finlande n'ont pas du tout les mêmes systèmes d'élevage que nous. Hein. Donc il y a un moment, on ne peut pas non plus se comparer à des gens qui n'ont que des yaks dans la frontière. Voilà. Bon. Attends, voilà. Par contre, en médecine humaine, vous voyez, voilà, la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie devant la France. On est quand même très décalé par là. Donc, bon. Clairement, la politique en médecine vétérinaire a été efficace. Après, si on veut voir ce qui reste à faire quand même, parce qu'il ne faut pas s'endormir sur les lauriers, l'antibiotique et les bactéries, comme disait Benoît, les bactéries, elles ne nous ont pas attendu le plan éco-antibio. Hein. Le moindre relâchement, et hop, ça repart. Hein. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, ben en fait, on voit qu'il y a eu, au jour d'aujourd'hui, hein, si on regarde le bilan, beaucoup moins de réduction chez les animaux de compagnie. J'y reviendrai. Et là, si on regarde la moyenne des différentes espèces animales, on voit que quand même, c'est les porcs et le volaille qui ont fait le plus d'efforts, en tout cas qui ont eu le plus de résultats. Pas forcément le plus d'efforts, parce qu'entre efforts et résultats, c'est pas pareil. Parce qu'ici, on a des filières très intégrées, notamment en volaille, qui sont des filières industrielles. Ici, les vétérinaires praticiens en parleront bien mieux que moi, mais on ne peut pas comparer la filière bovine en général à la filière industrielle, poulet de chair ou poule pondeuse. Donc, on a des disparités, mais il y a encore des efforts qu'on peut faire probablement ici. Et puis là, les chiens et les chats, ben, ils sont à moins 3, mais ils avaient fait moins 20. Ils avaient fait moins 20, puis ils sont remontés à plus 15. Donc, ils ont fait moins 5, enfin plus 17, ils ont fait moins 3 au final. C'est pour ça que le ministère de l'Agriculture leur a demandé de refaire moins 15 dans le plan éco-antibio 3. En disant, vous avez déjà fait moins 20, vous avez réussi, vous êtes remonté, bah essayez de refaire ce que vous avez déjà fait. Voilà. Mais vous voyez qu'ici, il y a un focus sur éco-antibio 3 sur les animaux de compagnie. Et donc ce moins 15, on le retrouve dans le plan, hein, je vous l'ai mis ici. La médecine canine est un peu dans le viseur dans ce éco-antibio 3. Et regardez ici, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont descendu jusqu'en 2016 et ensuite ils sont remontés. Avec certaines molécules qui sont extrêmement soucieuses, enfin de mon point de vue, qui est l'amoxicilline acéclavionique. Près de la moitié de l'exposition des chiens et des chats, c'est lié à cette association, cette combinaison d'antibiotiques qui est extrêmement importante en médecine humaine. Vous voyez ? C'est pour ça que quand je vois au cours des années des balanciers d'interdiction et de retour, et par exemple la colistine.
La colistine, un jour, en Chine, il y a eu un gène de résistance plasmidique, et les médecins ont tous eu peur que la colistine fasse comme les céphalosporines dernière génération. Du coup, on a interdit la colistine de façon drastique dans le monde entier quasiment. Aujourd'hui, les vétérinaires, on a supprimé toutes les autorisations de mise sur le marché qui associent colistine à notre antibiotique par voie orale. Donc un vétérinaire a beaucoup plus de difficultés à utiliser la colistine qu'avant. Bon, ok, mais qui utilise la colistine en médecine humaine? Les réanimateurs. Voilà, c'est quand même une molécule qui sont, c'est-à-dire très peu de médecins finalement, très peu de populations traitées, parce que c'est une molécule qui a énormément d'effets secondaires, qui est compliquée à administrer. Du coup, je me dis, il n'aurait pas mieux fallu laisser la colistine aux vétérinaires quand même, plutôt que de prendre un coup de fièvre, parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à un médecin, la colistine, au fait, ces gènes plasmidiques, là, vous en pensez quoi, là, quelques années après? Ouh, m'en fiche, même les réanimateurs s'en fichent. Donc vous voyez, ces effets de balancier, c'est préjudiciable. Par contre, ça, personne s'en fiche. Si demain on met cet antibiotique-là comme antibiotique critique, les vétérinaires ils vont tordre le nez, parce qu'il y a plein d'animaux qui vont plus être soignés, parce que ça c'est une molécule du quotidien, ça. C'est pas du tout, voilà. Donc voilà, une politique One Health, c'est se mettre tous autour de la table en disant on veut quoi demain. Alors pourquoi ce plan il a marché? C'était un plan spécifiquement vétérinaire, c'est-à-dire que même si c'est les médecins qui ont beaucoup poussé pour qu'il se mette en place, ils ont laissé les vétérinaires le mettre en place avec une supervision. C'était pas gagné. Au départ, la médecine humaine, notamment la ministre de la Santé, voulait contrôler davantage ce plan vétérinaire. Et les vétérinaires se sont un peu battus pour dire qu'ils avaient l'expertise pour le faire, qu'il fallait leur faire confiance, mais qu'ils rendraient compte évidemment au ministère de la Santé des résultats. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Les dispositifs de suivi étaient en place, on pouvait voir ce qui diminuait, ce qui ne diminuait pas. La profession vétérinaire est extrêmement structurée. Il y a différentes espèces animales. On parlait tout à l'heure des GTV. Il y a la même chose pour les chevaux. Il y a la même chose pour les chiens et les chats. Des structurations professionnelles très fortes. Un suivi efficace. Un peu d'argent quand même. 2 millions d'euros par an, c'est pas rien. Il n'y a pas eu ça en médecine humaine. Et une certaine dose de réglementaire. Et ça, il n'y a pas eu ça du tout non plus en médecine humaine. Il y a eu tout un tas de façons de combiner ensemble l'incitatif et le réglementaire avec les outils qui allaient bien pour que tout le monde se sente concerné. Et ça a été le cas. Et vous voyez, il y a certaines filières qui n'ont pas attendu le réglementaire. Par exemple, ici, la filière porcine, ça c'est l'usage d'une céphalosporine de dernière génération. Ici, vous voyez là, ils ont eu l'opportunité d'utiliser. La molécule est arrivée sur le marché. C'est une molécule qui était facile d'emploi, qui avait des avantages. Et puis ici, ils ont décidé d'eux-mêmes de la descendre. Parce qu'ils ont dit, ah oui, on a compris, on va faire ça, on va essayer de rendre plus vertueux l'usage des antibiotiques. Et du coup, voilà. Donc les professions se sont senties concernées. Et du coup, il y a eu énormément de choses qui ont été faites, de façon très générale, des formations, je vous ai parlé des biosécurités, etc. Mais il y a tout un tas d'actions, d'éducation, de formation qui ont été mises en place. Alors, il y a des points d'attention qui restent encore. Je vais vous en citer un ou deux, puis je terminerai par là. Les infections nosocomiales dans les structures de soins. Ça, c'est quelque chose qui concerne l'hôpital, en médecine humaine, qui est très connu. Ça existe aussi dans les hôpitaux vétérinaires, dans les cliniques vétérinaires. Et donc ça, quelle que soit l'espèce animale soignée, on voit ça. Donc il faut expliquer aux vétérinaires que c'est pas grave, je veux dire, c'est pas tabou d'avoir des infections nosocomiales, il faut juste les réduire. Puis quand on est dans un lieu qu'on peut appeler un élevage, une crèche, un hôpital, avec une densité de population dans un endroit clos, on utilise des antibiotiques avec des gens malades, la transmission est un peu favorisée. Donc il faut mettre en place des choses et renforcer les procédures d'hygiène. On a fait des études dans des cliniques vétérinaires, on a trouvé des bactéries multirésistantes sur les claviers d'ordinateur, sur la machine à café, sur le tapis de la clinique. Voilà, c'est ces choses-là qu'il faut mettre en lumière parce que ça ne fait pas le gros de l'usage des antibiotiques, de la même façon qu'à l'hôpital, l'usage des antibiotiques, c'est 10% de l'utilisation globale, le gros se fait en ville. Mais il n'empêche qu'il reste des points qu'il faut aborder, et les infections nosocomiales en clinique vétérinaire, c'est important. Et puis je finirai par ces sujets-là, qui sont deux sujets, mais qui sont un peu les mêmes, vus par deux angles différents, c'est le côté alimentaire. Parce que la différence fondamentale entre un animal et un homme, entre un patient d'un vétérinaire et le patient d'un médecin, c'est que le vétérinaire soigne un patient qui se mange. Et donc, la politique publique éco-antibio s'est occupée
de la prescription d'antibiotiques et de la biosécurité en élevage, c'est-à-dire ce qui est avant l'abattoir. Mais entre l'abattoir et le consommateur, il y a tout un segment. Et donc, un jour, il y a Que Choisir, la revue Que Choisir, qui est allée au détail, prélever du poulet, et qui a dit « Mais comment ça se fait qu'il y a 90% de résistance sur ces poulets ?» Nous, on a fait pareil, on a trouvé pareil. Donc, ils avaient bien fait les manips. Mais on a trouvé pareil alors que le plan éco-antibio avait diminué très fortement ces mêmes bactéries dans les élevages. Donc il y avait un effet d'amplification là, qui est purement de la transmission, puisqu'il n'y a plus d'usage d'antibiotiques, l'animal est mort, mais qui n'est pas inclus dans la politique publique. Donc là, ce qu'il faudrait regarder, c'est comment mettre toutes ces mesures, ces barrières, etc., pour éviter que les gros efforts qui sont faits là-haut soient annihilés par des efforts par un manque de prise en compte dans le secteur aval. Je veux dire par là qu'un abattoir de volaille, vous rentrez avec 100 bactéries résistantes, vous sortez avec 100, vous rentrez avec 3, vous sortez avec 100. Pourquoi ? Parce qu'elles se multiplient dans un environnement chaud, humide, etc. Et ça, c'est pas du tout pris en compte dans la politique parce qu'on est sur la santé animale et que là, on n'est plus dans la santé animale. Mais d'un point de vue de l'antibiorésistance, après, on a des consommateurs qui disent « Tiens, mais il y a de la résistance sur mon poulet. Qu'est-ce qu'il faut en penser, monsieur, madame, etc. » Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous trouvez au supermarché des poulets sans antibiotiques. Et vous, en tant que consommateur, vous dites j'achète ça ou pas? Mais c'est quoi la différence? Pourquoi l'autre, il n'y a pas sans antibiotiques? Ça veut dire qu'il en a? Et plus personne n'y comprend plus rien. Parce que celui d'à côté, comme a dit Henri, il n'a pas plus d'antibiotiques, celui qui n'est pas marqué sans antibiotiques. Il n'y a pas d'antibiotiques dans le paquet, puisqu'il y a un délai d'attente et que quand on traite un animal, on attend que l'antibiotique s'épure avant de l'abattre. Donc qu'il en ait eu, qu'il n'en ait pas eu, il n'y en a pas. Vous voyez, c'est pas clair cette affaire, sans antibiotiques. C'est très vertueux dans l'esprit. Mais on voit bien qu'au niveau du secteur alimentaire, il y a encore du travail à faire pour vraiment l'intégrer dans une politique publique complète. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, je suis à votre disposition pour vos questions si vous en avez. Voilà, si vous avez des questions. Moi, j'aime bien écouter Jean-Yves parce que ça paraît tellement simple. Tu dis, attends, là, j'ai tout compris. Merci beaucoup. Qui a des questions, si vous en avez? Bertrand, qui travaille dans la volaille, dans l'alimentation de la volaille. Ah, qu'est-ce qu'il va nous dire sur le poulet aux antibiotiques? Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Moi, ma question, en fait, elle porte sur le réglementaire. On fait des efforts en France. J'imagine qu'on fait des efforts dans d'autres pays aussi, avec des stratégies qui sont peut-être pas les mêmes. Alors, je travaille sur la volaille. On dit aujourd'hui, vous l'avez peut-être entendu, qu'un poulet sur deux consommé en France n'est pas produit en France. Quand je vois la dernière diapo là, avec le 3% qui se transforme en je ne sais plus combien de pourcents, on peut se poser des questions du coup sur la stratégie et l'harmonisation des stratégies, notamment à l'échelle de l'Union européenne. Alors, on ne peut pas forcément faire tout le boulot pour les pays extra-communautaires, mais ça pose vraiment des questions d'harmonisation des stratégies parce que on est dans un système libéralisé avec des flux entre pays, avec des pays qui sont aussi des plaques tournantes qui importent de l'extérieur. Extra-communautaire. Donc ça me pose vraiment la question de comment on peut gérer ça, mais à une échelle plus nationale, mais communautaire, quoi. Alors, quelques éléments de réponse. D'abord une anecdote. Un jour, j'avais un étudiant brésilien au labo, et j'ai dit, on va faire, comme c'était le temps du poulet, et qu'on importe beaucoup de poulets brésiliens, et que c'est sinon le premier producteur exportateur de poulet, je crois, ou à peu près, dans le top 3, le Brésil. Je lui ai dit, on va faire des manips poulet français versus poulet brésilien. Je m'attendais à ce qu'on trouve beaucoup de résistance sur l'un, pas moins sur l'autre, etc. Et en fait, on ne trouve pas du tout de poulet brésilien à la découpe. On ne peut pas acheter un poulet brésilien ici. Personne ne peut acheter un poulet brésilien. Le poulet brésilien, il rentre beaucoup, mais il est transformé en nuggets, en pizza, etc. Donc ça, c'est un premier élément de réponse, c'est-à-dire que le risque bactérien n'est pas le même. Par contre, un autre élément de réponse d'un point de vue réglementaire, c'est qu'on a maintenant des mesures réglementaires européennes pour éviter de faire entrer des denrées animales provenant de pays qui utilisent les facteurs de croissance dans leur système alimentaire. Alors, c'est un système qui débute, c'est un système qui est déclaratif parce qu'il faut que le pays démontre qu'il ne le fait pas.
Et donc, on va vers une espèce de liste positive de ceux qui ne l'auront pas dit qu'ils ne le font pas, c'est que les autres le font, ceux qui sont capables de prouver, parce qu'il faut que ce soit le producteur qui prouve. Donc, ça, c'est quand même pris en compte. C'est vrai que cette question de mondialisation est extrêmement importante. Et si on fait des efforts dans un pays, on peut très bien. C'est ce que disait Henri avec les voyages. J'ai des collègues qui ont fait des expériences à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle où ils ont écouvillonné des gens en fonction de leur destination de vacances et ils ont vu qu'en fonction d'où ils venaient, ils avaient des prévalences de résistance, de portage dans leur tube digestif très différentes, caractéristiques des zones. Bon, pour l'alimentation, c'est pareil. On a des pays qui utilisent, qui sont très, très gros exportateurs et qui. Donc, l'Europe se protège quand même par rapport à ça. Et au sein de l'Europe, entre pays, effectivement, mais on a quand même. Les pays viennent petit à petit. C'est vrai que les pays du Nord ont commencé voilà, le Danemark a été très précurseur dans les méthodes, dans la politique publique. Ensuite, les pays un peu du centre, la France, l'Espagne aussi maintenant. Mais vous voyez, l'Espagne, je veux dire, l'Espagne, ils ont un système très différent du nôtre. Ils ont le port, puis après tout le reste. Nous, on a quand même. Chaque pays a sa typologie en termes d'élevage, donc c'est pas ça. Mais je suis pas très inquiet en Europe parce que ça va dans le bon sens. Par contre, l'efficacité d'introduction, ça a le mérite d'être en place par la réglementation européenne et maintenant, il faut voir que ça soit efficace, qu'on n'importe pas de la résistance à partir de ces accords internationaux qui sont importants pour. Oui, on le voit dans plein d'autres domaines, cette distorsion de productivité et ces distorsions économiques qu'on peut avoir entre pays qui ont des conditions plus faciles d'élevage que d'autres. Voilà. Ok, on en reprend juste encore une et puis on va avancer un petit peu. Oui, bonjour, David Jumer, vétérinaire. Moi, j'ai une petite question. On a vu donc, tous les volumes d'antibiotiques ont globalement diminué. J'imagine que ça a eu un impact sur l'antibiorésistance. On l'a quantifié, cette diminution de l'antibiorésistance ? Oui, alors, en fait, je ne vous ai pas montré de courbe de l'antibiorésistance, mais la courbe je vais prendre un exemple des céphalosporines de dernière génération, elle est comme ça, on a vu, moins 90%, et la courbe des gènes de résistance et des bactéries résistantes à cet antibiotique, elle est aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on a, j'avais l'acronyme BLSE, je ne sais pas si vous avez vu, bon, peu importe ce que ça veut dire, mais on va dire que ce sont les bactéries qui sont hautement résistantes aux céphalosporines. Avant, on en trouvait beaucoup, on était à des prévalences importantes, et maintenant, on en trouve beaucoup moins. Voilà, donc on a un effet en santé animale. Par contre, la question, c'est des questions qui reviennent de vétérinaires souvent. Vous nous avez vendu le point Equantibio parce qu'il y a un problème chez l'homme. Parce que nous, en médecine vétérinaire, on n'avait pas de problème d'antibiorésistance, on n'a jamais dit qu'il fallait faire. Alors, bon, voilà, effectivement, c'est pas parce que vous n'avez pas de problème qu'il ne faut pas faire attention aux antibiotiques. Tout prescripteur doit faire attention. Mais c'est vrai que si la question est-ce que cette baisse colossale de 90% des antibiotiques d'importance critique chez l'homme a eu un impact sur l'antibiorésistance chez l'homme, c'est beaucoup plus compliqué à prouver, ça. Voilà. Mais... Si je peux me permettre de rebondir là-dessus, ce qui est encore plus compliqué, c'est que souvent, c'est pas forcément l'antibiotique pour lequel on a un mécanisme de résistance qui cause l'émergence de la résistance. Si on prend les BLSE, ces enzymes-là, elles sont souvent sur des plasmides où il y a d'autres gènes de résistance. Et en fait, ça va être l'utilisation de l'augmentin, d'équinolone, du Bactrim, qui vont sélectionner des bactéries qui ont tous ces mécanismes de résistance-là. Et par ailleurs, c'est la BLSE qu'on détecte. Mais par exemple, là, on a une émergence de carbapénémase en France, et pourtant, on a fait énormément d'efforts en médecine humaine sur l'utilisation des carbapénèmes. Donc la transmission et l'émergence de la résistance n'est pas directement corrélée tout le temps au volume de consommation. Enfin, on n'est pas des boîtes de pétri ou des unités de réanimation fermées. Il y a trop de paramètres qui brouillent les résultats. Je dirais même qu'il y a un exemple en médecine vétérinaire qui est dans l'autre sens et qui est à mon avis très démonstratif, c'est qu'on a fait chuter de 90% l'usage des fluoroquinolones et qu'on a les campylobactères qui deviennent de plus en plus résistants aux fluoroquinolones avec 70% de résistance. Où là, on invoque des questions de fitness, de clones, etc., de bactériens, mais on a quand même une courbe dans l'autre sens, pour Campylobacter. Alors, ça ne pose pas trop de problèmes, parce que Campylobacter,
c'est pas les plus gros spots enfin c'est pas là que se posent les plus grands problèmes de résistance en médecine humaine, d'autant plus que on a d'autres antibiotiques efficaces comme l'érythromycine qui est utilisable. Donc c'est moins apparent. Mais en termes de biologie, moi je me demande comment on peut avoir diminué d'autant les fluoroquinolones et d'avoir une courbe qui monte pour la résistance aux campylobactères chez les animaux, hein, chez les poulets notamment. Donc voilà, tout n'est pas si clair quand même. Mais en tout cas, on n'a pas vu 90% de résistance baisser chez l'homme, hein. On voit bien que ce qui a fait baisser la résistance chez l'homme, c'est de porter des masques et d'arrêter de soigner les infections hivernales, hein. C'est quand même par secteur. C'est pour ça que le One Health, il faut faire des allers-retours. Il y a des choses qui sont assez spécifiques par secteur. Des grands, voilà, on a fait une grosse politique publique en médecine vétérinaire, on a eu les résultats en médecine vétérinaire. Ça ne veut pas dire que tout est dans tout. Le One Health, c'est pas tout est dans tout. C'est que chaque secteur a des spécificités et il y a des passerelles qu'il faut quantifier, qu'il faut analyser, etc. Et il y a des fois, il peut y avoir des vraies transmissions, hein. La transmission du SARM, Staphylocoque aureus amycine, du porc à l'homme au Danemark et aux Pays-Bas, ça, c'est une vraie transmission entre deux secteurs, quoi, qui a fait énormément de dégâts dans ce pays-là, qui en plus n'avait pas de SARM à l'hôpital. Donc ça s'est vu, ça a pris une ampleur politique, biologique, il y a une vraie transmission, c'est pas juste une passerelle. Donc là, il y a un vrai impact. Mais voilà, il faut toujours faire l'aller-retour entre le macro et le micro.